Nous allons donc commencer par aborder quelques bases de physique des rayonnements. Dans un premier temps, nous allons explorer la structure de la matière, ce qui est indispensable pour comprendre les origines et les conséquences des rayonnements ionisants. La matière est composée d'atomes, pouvant être isolés ou liés en structure cristalline ou en molécules. Les atomes sont composés d'électrons, gravitant autour d'un noyau. Le noyau est un mélange d'un certain nombre de protons et de neutrons, et les protons et neutrons sont eux-mêmes constitués de combinaisons de quarks. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la structure de l'atome lui-même. Comme dit précédemment, il est constitué d'électrons qui ont des charges électriquement négatives et d'un noyau comportant des protons de charge positive et des neutrons qui, comme leur nom l'indique, sont électriquement neutres. Un atome est considéré comme stable lorsqu'il a autant d'électrons que de protons, c'est-à-dire quand il est électriquement neutre. Comme son nom l'indique, un rayonnement dit ionisant est capable de créer des ionisations. L'ionisation est un phénomène physique consistant à arracher ou à ajouter des électrons à un atome. L'atome n'est alors plus neutre, on parle alors d'un ion. Illustrons notre propos. Prenons un atome qui va subir l'irradiation d'un rayonnement ionisant. Un des électrons va récupérer l'énergie de ce rayonnement, puis grâce à elle va quitter le cortège électronique. L'atome est devenu un ion. Sa réaction avec les atomes voisins va être modifiée, car le cortège électronique sert de liaison entre les atomes d'une même molécule. Conclusion, la molécule est désorganisée. Il existe deux types de rayonnements ionisants. Les rayonnements dits corpusculaires, constitués de particules élémentaires, tels que les alphas, les bêtas, les électrons ou les neutrons. Et les rayonnements électromagnétiques, appelés également photons. Ils sont de même type que la lumière, mais dotés d'énergie beaucoup plus importante. On les appelle les rayons X et les rayons gamma. D'où proviennent ces rayonnements ionisants? La source la plus connue est la radioactivité. Il s'agit d'un phénomène physique, naturel ou artificiel, au cours duquel des noyaux atomiques instables se désintègrent en émettant des rayonnements. On peut rencontrer plusieurs types de rayonnements, comme les alphas, les bêtas ou le rayonnement gamma, qui est le rayonnement électromagnétique associé à la radioactivité. Mais pour nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont les rayons X, appelés également rayonnements de freinage. Leur origine n'est pas la radioactivité. Il s'agit en fait d'un rayonnement électromagnétique créé par le ralentissement et la déviation de la trajectoire des électrons négatifs dû à la proximité d'un noyau positif. C'est ce phénomène qui est exploité pour la production des rayons X en radiologie. Pour mieux comprendre, regardons l'animation. Si un électron est envoyé à proximité d'un noyau, du fait de leur charge, il est dévié et freiné, et lors de ce freinage, une certaine quantité de rayons X est émise. C'est le principe du tube à rayons X, utilisé en radiologie dentaire notamment. Les électrons sont arrachés d'un filament grâce à une différence de potentiel entre une cathode et une anode, et bombardent une cible constituée d'un disque de matériaux lourds, tels que du tungstène ou du molybdène. C'est dans cette cible que va se produire le phénomène de ralentissement des électrons, ce qui va générer un flux de rayons X. Plusieurs grandeurs et unités associées sont à connaître en radioprotection. Tout d'abord les grandeurs liées à l'appareillage. L'intensité, exprimée en milliampères, est la quantité de charge électrique délivrée dans le filament du tube à rayons X. Elle est proportionnelle à la quantité d'électrons libérés sur la cible, et donc liée à la quantité de rayons X émis. La tension, exprimée en kV, est la différence de potentiel appliquée entre l'anode et la cathode du tube à rayons X, et est donc liée à l'énergie globale du rayon. La dose absorbée. Elle représente la quantité d'énergie déposée dans la matière par unité de masse de cette matière. Elle est exprimée en Gray, qui équivaut à des joules par kilogramme. En quelque sorte, si le rayonnement dépose une énergie d'1 joule dans un cube de 1 kg, on considère que l'irradiation a induit une dose de 1 Gray dans ce cube. Afin de mieux se rendre compte de l'exposition des tissus biologiques, une autre grandeur a été introduite, la dose équivalente. C'est elle qui mesure concrètement l'impact sur les tissus biologiques d'une exposition au rayonnement.
Elle se définit comme la dose absorbée par le tissu, valeur que l'on vient de voir, corrigée d'un facteur de pondération radiologique, WR, qui prend en compte la dangerosité relative du rayonnement considéré. Cette dose équivalente est exprimée en sievert. C'est le résultat de la multiplication de la dose absorbée par ce facteur de pondération radiologique, WR. A noter que pour les rayons X, WR est égal à 1. Donc dans ce cas, l'unité sievert est équivalente à l'unité Gray. Il faut bien faire la distinction entre la dose équivalente, que l'on vient de voir, et la dose efficace. Celle-ci mesure l'impact d'une exposition de l'organisme entier au rayonnement. Elle se définit comme la somme des doses équivalentes sur l'ensemble des tissus et organes, chacune corrigée d'un facteur de pondération tissulaire WT, qui reflète la radiosensibilité du tissu ou organe considéré et son impact sur l'organisme entier. La dose efficace est également exprimée en sievert. Voici les valeurs des WT pour chacun des tissus et organes. On peut voir que les tissus et organes les plus radiosensibles sont la moelle, l'estomac, les poumons, le côlon, les seins et les gonades. Ce dessin nous permet de résumer les grandeurs que nous venons de voir. Tout d'abord la fréquence, en quelque sorte le flux de rayonnement émis, qui, en radiologie, est lié à l'intensité exprimée en milliampères. En fonction de l'énergie du rayonnement, de la distance et de la densité de la matière qui réceptionne le rayonnement, on obtient la quantité d'énergie reçue, qui est la dose absorbée, exprimée en Gray. De cette dose absorbée, on obtient la mesure des effets biologiques par l'équivalent de dose exprimé en sievert. L'équivalent de dose est la mesure des effets biologiques pour un organe bien particulier. Pour le corps entier, on parle de dose efficace.